Bonjour internet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On voit un bout de toi Buster. Veux-tu apparaître en partie? Allô allô. Si j'ai une gestuelle bizarre, c'est parce que mon chat Buster se trouve sur mes genoux actuellement. Bienvenue dans la vidéo la plus cool de l'année à faire quand on a une chaîne dédiée aux livres, une vidéo sur les meilleures lectures, en tout cas les lectures les plus marquantes de l'année. Je vais vous parler de choses extrêmement diverses, j'ai la voix un peu enrouée. J'espère que ça m'apporte des points de charisme en plus. Il n'y aura pas vraiment d'ordre, on n'est pas sur un top ou quelque chose comme ça, mais je garde pour la fin mon livre préféré, mon phare dans la nuit. Le plus gros coup de cœur de 2022 se trouve à la fin. Si jamais vous n'avez pas la patience de m'écouter jusqu'au bout, et je vous comprends, il y a un timecode en bas. Vous pouvez naviguer d'un livre à l'autre et aussi aller écouter directement le dernier si vous préférez. On est très contents, on est très contents. Parmi les livres que j'ai préférés en 2022, il y a un texte que j'ai lu sur ma liseuse qui s'appelle Soul Slow de Julia Armfield. Ce sont des nouvelles fantastiques, horrifiques. Alors c'est pas... Oh, l'église sonne. Il est 15h44, je sais pas pourquoi les églises sonnent à cette heure-là. Mais ça sonne très longtemps. Allô? Ok. Après toutes ces interruptions, je ne sais plus où j'en étais. Soul Slow est donc un recueil de nouvelles horrifiques, fantastiques je dirais, même si on est clairement dans une vibe qui va être assez effrayante par moments. Et la raison qui fait que j'ai adoré ce texte, c'est que en fait chaque nouvelle, absolument chaque nouvelle de ce recueil provient d'une idée absolument brillante et d'un concept que j'ai trouvé à chaque fois extrêmement original. Si vous voulez un exemple, la première nouvelle parle d'une jeune fille qui a la peau qui se desquame et elle se trouve dans un pensionnat pour jeunes filles un peu catholique, enfin chrétien il me semble, et donc sa peau se desquame, elle laisse des lambeaux d'elle-même un petit peu partout, elle a une relation très particulière avec sa mère qui lui met des tas de bandages, des maquillages, des perruques pour que ça ne se voit pas, et tout ça se déroule sur fond d'adolescence, de découverte de la sexualité, etc. On est vraiment dans quelque chose qui moi m'a fait penser à des films de body horror que j'aime beaucoup. J'avais dit ça dans une vidéo où j'en parlais et je pense que ça résume assez bien les choses. On est dans un mélange entre les films de Julia Ducournau comme Grave et une atmosphère qui a vraiment quelque chose d'un peu Dark Academia. Donc je vois pas ce que je peux vous dire de plus pour vous donner envie de lire ce livre, sachant que encore une fois chaque nouvelle va être très différente, va reposer sur un concept à chaque fois. Enfin, chaque nouvelle a vraiment son petit univers et moi j'ai trouvé qu'on avait envie de voir chacun de ces textes adaptés en film. Ce sont des textes aussi qui sont très... je trouve qu'ils ont une forme d'engagement dans la représentation. C'est beaucoup de textes qui parlent de bisexualité, d'homosexualité. Il y a beaucoup de textes qui mettent en scène des histoires d'amour lesbiennes, mais il y a aussi une nouvelle par exemple qui parle d'hétérosexualité et qui parle d'une femme qui commence à avoir une relation avec un homme et en fait un jour cet homme se tord la cheville. Il est alité, il peut plus sortir de chez elle et en fait il va petit à petit se transformer en pierre et en fait vous voyez il y a comme une sorte de pureté dans les symboles à chaque fois que l'autrice a choisi pour à la fois construire une atmosphère et un univers fantastique autour, mais à la fois des choses qui sont très parlantes et en tout cas moi qui m'ont énormément touchée. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément de bonnes idées dans ce recueil de nouvelles et j'avais l'impression à chaque fois que je commençais un nouveau récit de tomber dans quelque chose de nouveau à chaque fois et de trouver qu'à chaque fois ça me parlait davantage, qu'à chaque fois ça crée comme une atmosphère autour de moi qui ne s'en allait pas. Le style de Julia Armfield il est assez pur, assez resserré et ça fonctionne vraiment bien à chaque fois sur ces formats qui sont très courts. Enfin bref, un recueil qui m'a énormément marqué. Je sais que Julia Armfield a sorti un roman qui a fait beaucoup parler de lui qui s'appelle Our Wives Under the Sea, quelque chose comme ça. Je mettrai l'image par là. Et j'ai très envie de le lire et ça c'est quelque chose qui va être assez commun avec toutes les choses que je vais aborder dans cette vidéo. En fait là je vais vous parler que d'auteurs et d'autrices que j'ai absolument envie de lire davantage en 2023. J'ai envie de découvrir d'autres de leurs textes parce que s'ils se retrouvent dans cette vidéo c'est parce que ils font partie des lectures qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont accompagnée et j'ai donc envie de donner davantage de place à leur travail dans mes lectures de ces prochaines années. Ensuite, oh là là, changement total d'ambiance, on va rester un peu sur le glauque, il y aura des choses moins glauques après, ne vous inquiétez pas. C'était en janvier 2022, c'était il y a un an que j'ai découvert Cormac McCarthy. 2022 pour moi ça aurait été l'année de découverte de plusieurs auteurs et autrices comme ça qui vraiment... où j'avais envie, ensuite j'avais envie de ne lire que des livres de ces personnes tellement j'ai découvert des pattes, des univers, des façons d'approcher le récit, des façons d'approcher le réel aussi
qui m'ont énormément plu. J'ai pris une énorme claque lorsque, complètement par hasard en librairie, j'ai choisi de m'acheter Méridien de sang de Cormac McCarthy. C'était un livre dont j'avais jamais entendu parler auparavant. Je connaissais juste l'auteur, que vous connaissez peut-être aussi parce qu'il a écrit un roman qui a gagné de nombreux prix, qui a été adapté au cinéma et qui est un best-seller je crois encore aujourd'hui, qui s'appelle La Route, un roman post-apocalyptique extrêmement nihiliste que j'ai lu entre temps, que j'ai adoré aussi, mais je pense que si je dois garder qu'une seule lecture de Cormac McCarthy pour cette année, ce serait Méridien de sang, parce que c'était une énorme claque. Méridien de sang n'est pas une lecture pour vous si vous êtes quelqu'un de sensible aux représentations de la violence, parce que tout ce que vous avez ici, c'est... combien de pages Ici j'ai entre les mains 457 pages de violence. Dans Méridien de sang, Cormac McCarthy va en quelque sorte raconter la conquête de l'Ouest et la raconter, j'ai envie de dire, telle qu'elle a eu lieu réellement, c'est-à-dire un bain de sang. Dans ce récit, on suit une bande de mercenaires qui sont payés au scalp et qui vont vraiment aller de massacre en massacre, qui vont perpétrer le génocide qui a été la conquête de l'Ouest. Et Cormac McCarthy fait autour de cette histoire une sorte de gigantesque peinture baroque complètement hallucinatoire, cauchemardesque. On chevauche à travers les grands espaces américains sous des ciels ombrageux, ténébreux, gris. Comme je disais, on va de massacre en massacre, mais aussi de décor en décor qui sont systématiquement des églises en ruines, des charniers, des arbres morts. On est vraiment dans une atmosphère complètement désastreuse. Et la plume de Cormac McCarthy, j'ai énormément d'admiration pour le traducteur. Donc je vois ici qu'il s'appelle François Hirsch, qui a traduit la prose de Cormac McCarthy avec énormément de talent pour rendre compte de... Enfin... En fait, en termes de style, c'est aussi extrêmement baroque. Cormac McCarthy va utiliser un vocabulaire qui est extrêmement précis, extrêmement généreux. Il y a une technicité et une poésie dans l'écriture qui, moi, m'ont tout simplement chamboulé. C'est vraiment un des livres qui m'a procuré le plus de sensations parce que c'est vraiment le genre de livre qui vient vous percuter en tant que lecteur ou que lectrice, qui vient vous interroger sur votre propre rapport à la violence parce que, en fait, lorsque vous enchaînez les scènes de tuerie les unes après les autres, vous vous demandez pourquoi vous êtes en train de lire ça. Et Cormac McCarthy parvient à faire une sorte de manipulation narrative. En fait, il vous rend à mesure du récit aussi comme en quelque sorte insensible, anesthésié et zombifié par la violence que les personnages dont il parle. Et moi j'ai tout simplement pris une énorme claque, si bien qu'ensuite j'ai lu plusieurs livres de Cormac McCarthy dans les mois qui ont suivi. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo si ça vous intéresse. Et donc voilà, clairement un livre qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains mais qui devrait vous intéresser si vous aimez l'apocalypse, qui devrait vous intéresser si vous aimez les figures de l'enfer. Enfin, il y a un des mots qui revient le plus souvent dans le texte, c'est maelstrom. Ce livre est un maelstrom, on est vraiment en permanence plongé dans quelque chose comme ça. Un livre qui pourrait vous plaire si vous aimez Edgar Poe, si vous aimez aussi les histoires de cow-boys, de Far West, de choses comme ça, mais tout en sachant que là on va être dans quelque chose qui est d'une ampleur absolument gigantesque, terrifiante, vertigineuse et dans quelque chose de très 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 baroque quoi. Ensuite, changement radical d'ambiance et de style, il fallait absolument que je vous parle de Près du cœur sauvage de Clarice Lispector. J'en ai parlé dans une vidéo pour raconter que j'avais lu ce roman à un moment un peu particulier et clairement ça fait partie de mes lectures les plus marquantes de 2022, à la fois parce que je l'ai rencontré je pense exactement au bon moment, mais à la fois parce que Près du cœur sauvage c'est vraiment un livre unique qui ne ressemble à rien de ce que j'ai lu. Encore une fois on va être dans quelque chose qui plaira pas à tout le monde. Ce livre n'est absolument pas pour vous si vous avez besoin de lire quelque chose qui soit extrêmement narratif, avec un début, un milieu, une fin, des personnages clairs et identifiés. Près du cœur sauvage, ça raconte l'histoire d'une jeune femme perdue, d'une jeune femme qui va de désamour en désamour je dirais, et qui fait aussi l'expérience du deuil. Et Clarice Lispector, c'est vraiment une des autrices brésiliennes les plus emblématiques de son pays. Elle est vraiment considérée comme une autrice classique, et même en dehors du Brésil, depuis qu'elle a été traduite en anglais, c'est quelqu'un qui a été beaucoup décrite comme une sorte de Virginia Woolf brésilienne. Donc peut-être que vous pouvez voir un peu ce que je veux dire. Elle va avoir une approche du récit qui est très organique, qui est très intériorisé, qui va beaucoup toucher à quelque chose d'assez sensoriel. On va passer d'un personnage à l'autre, on va passer d'un pronom à l'autre, on est beaucoup plus sur une sorte de flux de conscience, etc. Et par conséquent je trouve que c'est le genre de texte dont il est un peu difficile de parler et qui est un peu difficile à décrire. Moi en tout cas ça m'a énormément touchée parce que j'ai trouvé que
Le style de Clarice Lispector, en tout cas moi, me touchait énormément. L'histoire qui a été racontée ici me touchait énormément aussi. Et on a un peu l'impression de dégrainer ce livre comme une sorte de chapelet par petits morceaux, par petites touches. Ça va vous laisser comme des sortes d'impressions, des phrases, des émotions aussi qui vont vous traverser sans que vous ayez du mal à comprendre pourquoi ou à les relier les unes aux autres. Donc forcément ce que je peux en dire peut sembler un petit peu abstrait et décousu, mais c'est parce que le livre est un petit peu abstrait et décousu. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré et ça fait vraiment partie de mes objectifs de cette année de lire d'autres livres de Clarice Lispector, parce que là j'ai l'impression d'avoir trouvé une voix très personnelle et c'est rare que des voix vous parlent de cette manière. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de pages qu'on a envie d'imprimer, qu'on a envie d'accrocher sur les murs, des phrases qu'on a envie de se faire tatouer. C'est pas pour dire que le livre est une sorte d'enchaînement de lieux communs ou de proverbes ou je sais pas quoi, c'est pas du tout ça. Mais il y a vraiment, sans que j'ai l'impression de pouvoir en parler de manière satisfaisante, une très grande beauté et j'ai trouvé une délicatesse aussi, moi qui m'ont vraiment bouleversée. Si vous aimez les choses un petit peu expérimentales, vraiment lisez Près du cœur sauvage, c'est un très beau livre et je pense que ça peut toucher énormément de gens. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça très bien fait et je lirai clairement d'autres livres de Clarice Lispector. C'est une très grande madame. Ensuite, oh là là, on part sur complètement autre chose, mais très gros coup de cœur. Je voulais vous parler, et je crois que je sais plus si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais cette année j'ai lu Voyage de classe de Nicolas Jounin. Si vous découvrez ma chaîne, sachez que moi j'aime énormément lire de la sociologie. C'est une discipline universitaire, une méthode d'enquête, un paradigme, quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse beaucoup, et donc je lis beaucoup de sociologie en amatrice comme ça tout au long de l'année. Et cette année, vraiment, le texte que j'ai préféré en sociologie et même en sciences sociales de manière générale, c'est Voyage de classe de Nicolas Jounin. C'est un livre que j'ai envie de recommander à tout le monde, même si vous n'avez absolument jamais lu de sociologie de votre vie. Ça peut tout à fait être une première lecture, une première entrée en matière. Nicolas Jounin, c'est un chercheur français et dans ce texte, en fait, il raconte une expérience qu'il a menée avec des étudiants de sociologie de première année à Paris 8, à la fac de Saint-Denis. Il a emmené ses étudiants et ses étudiantes étudier et faire une enquête vraiment de terrain dans le Triangle d'Or à Paris, c'est-à-dire vraiment les quartiers les plus bourgeois de Paris. C'est un livre génial que j'ai envie de conseiller pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que comme Nicolas Jounin nous met un peu dans la peau d'étudiants en première année, en fait toute cette étude et cette enquête qu'il raconte va vraiment permettre de faire comme une initiation à la sociologie, aux méthodes d'enquête sur le terrain, comment ça se passe quand on veut choisir un objet d'étude, comment on le problématise, comment on va enquêter sur le terrain. Donc vous avez vraiment toute une première approche de la sociologie qui est racontée avec beaucoup de passion et à la fois de simplicité par Nicolas Jounin dans ce livre. Et la deuxième raison, c'est justement la manière qu'il a de raconter cette histoire. Là on est dans un texte qui est hyper narratif. On est un peu dans une sorte de frisson journalistique d'enquête, je saurais pas trop comment le définir, mais voilà, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de... On a comme des enchaînements d'anecdotes de les étudiants et étudiantes, comment ils ont trouvé des dispositifs pour enquêter, quelles conclusions ils en ont tiré, etc. Donc c'est très descriptif, c'est très narratif. Et la troisième raison, ça découle un peu des deux premières, je dirais que c'est que en fait tout ce que vont démontrer Nicolas Jounin et ses étudiants et ses étudiantes dans ce livre, c'est que des choses qui sont hyper intéressantes, hyper signifiantes, qui parlent de rapports entre les classes sociales, qui parlent de violence symbolique, parce que évidemment vous vous en doutez peut-être, mais ces étudiants et étudiantes de Seine-Saint-Denis qui sont arrivés dans ce quartier extrêmement riche, extrêmement codifié, ont reçu énormément de violences symboliques, ont vécu des situations qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à vivre, et en fait Nicolas Jounin montre et en fait crée une méthodologie avec eux pour en fait que cette violence symbolique puisse être un objet d'étude et qu'on puisse en quelque sorte faire une sorte de retournement de la situation en vivant des choses qui sont difficiles, en faisant un matériau d'enquête, en faisant un objet d'étude. Ça montre que vraiment la sociologie peut faire feu de tout bois, et il y a un ton qui est qui est politique mais qui est comme très enlevé, très dynamique, très énergisant. J'ai vraiment beaucoup aimé la passion et en même temps la méthodologie extrêmement rigoureuse avec laquelle Nicolas Jounin a abordé toute cette expérience et la manière dont il la raconte dans ce livre. Je conseille vraiment à 1000%, en plus c'est assez court. Si vous avez envie de vous intéresser voilà, à la bourgeoisie, aux classes sociales, d'avoir une petite initiation à la sociologie, c'est vraiment un très bon texte. Voilà, c'était vraiment super. Très enthousiasmant tout en étant extrêmement instructif et rigoureux, donc gros coup de cœur.
Et d'ailleurs j'y pense, mais si jamais ça vous intéresse mais que vous êtes peut-être un peu frileux ou frileuse à l'idée de vous lancer, il y a une excellente vidéo de Dara qui parle de ce livre où elle raconte un peu... en fait elle raconte un peu le livre et ce qu'elle y a trouvé. Elle y décrit un certain nombre d'anecdotes, etc. Sa vidéo est très bien faite, très intéressante. Vous pouvez vous mettre ça comme un podcast et vous allez apprendre plein de choses. Je mets le lien dans la description. Et ensuite ça devient un petit peu rituel maintenant, mais tous les ans il y a un roman de Zola, un roman des Rougon-Macquart qui se fraye un chemin jusqu'à mon top 10. Je ne les lis pas du tout dans l'ordre, je les lis un peu comme ça de manière chaotique. Et c'était en décembre, pour les fêtes, j'ai lu Le Ventre de Paris et j'ai absolument adoré. Je pense que je m'attendais pas du tout à ça, mais en fait je pensais pas du tout que Le Ventre de Paris ferait partie de mes Rougon-Macquart préférés, parce qu'a priori la thématique m'intéressait mais je sais pas, ne m'appelait pas en particulier. Et là ça a été vraiment une très très grosse surprise, à quel point j'ai été ébahie par ce texte, mais il y avait vraiment une sorte d'ébahissement esthétique. Le Ventre de Paris s'intéresse aux halles, c'est-à-dire cette espèce de gigantesque zone de commerce où au 19e siècle, au moment où écrit Zola, était vraiment là où on pouvait absolument tout trouver en matière de nourriture. C'était notamment là où vous aviez tous les maraîchers qui rapportaient les légumes, etc., les fruits, où vous étiez vraiment dans une sorte d'amoncellement complètement fou de nourriture. Et on va suivre un personnage principal qui débaroule un peu dans les halles alors que lui sort de prison, il est complètement affamé, amaigri. Il s'est retrouvé incarcéré et déporté après le coup d'État. Il revient à Paris et il parvient à trouver un travail dans un endroit des Halles qui s'appelle la Marée, qui est l'endroit où se retrouvent tous les stocks des pêcheurs. Donc là on est pareil dans une démesure de poissons, de coquillages, de produits de la mer, et lui travaille à cet endroit. Il y a toujours une sorte de démesure chez Zola, mais là je trouve que c'est décadent presque, et c'est décadent à la fois dans ce qui est décrit, mais à la fois dans les descriptions que fait Zola dans ce livre. On a des descriptions des lieux, de la nourriture, des animaux, qui font complètement tourner la tête, qui sont dans une espèce de démonstration de style tout simplement prodigieuse. Et notamment il y a une description, c'est la description des bancs de la Marée justement, qui ressemble à une peinture. Je pense que j'avais jamais rien lu d'aussi beau. En tout cas moi ça m'a totalement choquée. J'ai aussi énormément aimé ce livre parce que c'est un livre qui parle de politique et qui parle de révolte, et en fait qui va mettre un peu en opposition des forces, la force en fait de certains de ces personnages qui travaillent dans le commerce et qui se laissent comme aller dans une sorte de matière molle de confort et d'individualisme, de penser avant tout à la sauvegarde de leur commerce, de leur vie jour après jour, etc. Et à l'opposé des personnages comme celui du personnage principal qui vont essayer de ne pas se laisser abattre et qui vont essayer de malgré tout de croire en une sorte de grand soir, de croire en une sorte de révolte, et qui vont se réunir dans un café pour parler de politique. Et Zola met en scène un petit groupe de personnages comme ça qui parlent de politique dans un bistrot, et il a ce talent de décrire différentes sortes d'attitudes politiques, de décrire différentes classes sociales aussi et leur rapport à la révolution, que j'ai trouvé à la fois très franc parce qu'on comprend bien où il veut en venir. Il y a presque quelque chose d'un petit peu caricatural, et en même temps c'est très nuancé dans la manière dont c'est abordé et les conflits d'intérêts de ces personnages et de ces classes sociales dans une perspective de révolution et de révolte. D'ailleurs à un moment Zola dit, peut-être un peu trop clairement, peut-être un peu maladroitement, en parlant des personnages qui sont autour de la table, la société était au complet, et c'est vraiment l'effet que fait le livre. Et c'est aussi un roman, je ne vous spoile rien, mais qui parle de très grandes désillusions qui étaient peut-être celles de Zola à ce moment-là, je sais pas trop. Et voilà, la conclusion, la fin du roman, bon vraiment mis une sorte de couteau dans le cœur, j'ai trouvé ça vraiment prodigieux. C'est aussi une sorte de roman choral, alors pareil c'est le genre de choses dont j'aurais pensé que ça me rebuterait ou que ça ferait pas du Ventre de Paris un de mes préférés des Rougon-Macquart, mais ces personnages sont si riches et si signifiants dans leur façon d'appréhender leur réel, de défendre leurs propres intérêts. Ils sont tellement vrais, on a l'impression qu'ils existent vraiment. C'est bateau ce que je dis, mais vraiment c'est vrai. Et bref, tout cela m'a donné l'impression, au fur et à mesure de ma lecture, d'évoluer comme dans une sorte de matière extrêmement dense, pleine de textures, de couleurs, pleine d'objets tranchants aussi, parce que il y a quelque chose de très tranchant dans ce que raconte Zola ici. Donc voilà, très grand coup de cœur, et aussi quelle leçon d'écriture, quelle leçon esthétique finalement.
Ensuite on va arriver à la fin de la vidéo. Avant de parler de mon gros coup de cœur de l'année, j'avais juste envie de mentionner un texte. J'ai hésité à le faire paraître dans ce top parce que c'est un livre que j'ai lu vraiment en toute fin d'année. Et j'ai comme l'impression parfois que pour savoir si une lecture m'a vraiment beaucoup marqué, il faut lui laisser comme le temps de se déposer en moi, prendre un peu le temps d'infuser. Et ça c'est un très gros coup de cœur que j'ai eu, mais que j'ai eu en fin d'année, donc j'ai hésité à le mettre dedans et puis je me dis finalement j'en ai pas parlé en vidéo, donc autant en parler ici. Il s'agit du Créateur de poupées de Nina Allan. La chose qui m'a convaincue de le mettre dans ce top 10, c'est l'idée que là pareil j'ai l'impression que je viens de découvrir une voix, que je viens de découvrir une autrice que j'ai absolument envie de découvrir davantage plus tard. Le Créateur de poupées, c'est un roman contemporain britannique et c'est quand même une bonne brique comme vous pouvez le voir. C'est un texte dans lequel on va... Alors, ça va être difficile à raconter, je vais essayer de... comment faire? Il faut que je m'en tienne aux infos importantes. C'est un roman à tiroir, on suit plusieurs choses en parallèle. Premièrement, on suit un personnage qui est passionné par les poupées, on suit sa correspondance avec quelqu'un et on lit aussi un recueil de nouvelles que le personnage est en train de lire. Alors ça peut paraître complexe et alambiqué dit comme ça, il faut savoir que la personne qui vous parle, moi, je n'aime pas du tout les récits enchâssés, ce genre de choses, c'est vraiment le genre de procédé narratif qui m'ennuie énormément, que je trouve souvent assez lourd. C'est pas mon truc quoi. Et là, ce qui a fait que j'ai aimé ce livre, c'est que ça peut donner une impression de complexité dit comme ça, mais en fait, le récit va vraiment se dérouler avec beaucoup de fluidité. On sent que l'objectif de Nina Allan n'est pas du tout de perdre son lecteur ou sa lectrice, c'est simplement de créer comme un décor un petit peu labyrinthique pour qu'on se laisse porter dans un récit qui va être hyper riche en symboles et qui va comme être une sorte de jeu de pistes où vous allez retrouver des choses, des motifs qui reviennent. On va retrouver beaucoup de personnages qui ont des sortes de difformités physiques. On va retrouver des personnages qui ont les mains très abîmées, qui ne peuvent plus se servir de leurs mains. Des personnages qui ont des membres coupés, qui ont des physiques particuliers, par exemple qui sont de taille anormalement petite. Et tous ces personnages s'inscrivent dans une sorte de puzzle que l'autrice va dévoiler petit à petit, pièce par pièce. C'est extrêmement intéressant, extrêmement bien écrit dans l'atmosphère et dans les symboles et dans les motifs qui reviennent. Il y a vraiment beaucoup de choses qui, moi, se rattachent à des univers qui me plaisent beaucoup. On est beaucoup dans des magasins d'antiquités, on est beaucoup dans des choses qui sont très poussiéreuses, des personnages qui sont comme enfermés dans des cloches de verre, des relations très ambivalentes. Il y a beaucoup de relations d'hostilité, un peu de cruauté, perversité entre les personnages, mais en même temps comme avec une sorte de distance comme ça. On n'est pas du tout dans quelque chose de baroque et d'hyper passionné, comme j'en parlais par exemple avec Cormac McCarthy. Là il y a une sorte de légèreté, de distance prise avec les choses qui fait que vous vous sentez comme sur un fil et vous suivez ce récit sans savoir où vous allez. Vous lisez ce recueil de nouvelles, enfin ces nouvelles qui entrecoupent le récit, chaque nouvelle était géniale. Et pareil, elle parsème des indices sur la suite de l'intrigue, on se rend compte que finalement les choses sont liées, etc. Bref, ça m'embête parce que quand j'en parle comme ça, on a l'impression que c'est complexe. Ça n'est pas complexe, mais c'est très riche. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dévorais ce livre, je n'arrivais pas à le lâcher. Et je crois savoir que Nina Allan, elle a écrit beaucoup de romans un peu comme ça, dont lorsqu'on les commence, on n'est pas tout à fait prêt à la manière dont elle va se terminer. On passe d'un registre à l'autre, on passe de... Enfin, il y a quelque chose de très troublant, de presque un peu lynchien, quelque chose comme ça, mais un lynch qui serait quand même moins sinueux, enfin qui perdrait moins son spectateur. Bref, c'était un peu une tentative de vous parler de ce livre maintenant parce que je sens que j'ai encore besoin qu'il se dépose à l'intérieur de moi, mais c'était voilà un de mes derniers très gros coups de cœur surprise du mois de décembre. C'est pour ça que moi j'aime bien attendre le mois de janvier pour tourner cette vidéo parce qu'on n'est jamais à l'abri de ce genre de petites pépites. Et dans ce genre, le Créateur de poupées, c'était vraiment une de mes dernières très belles surprises de 2022. Ensuite, les pauvres personnes que je plains beaucoup mais que je remercie, qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, je pense, savaient que j'allais parler de ce livre cette année. S'il y a bien une raison pour laquelle ça valait le coup de vivre cette année horrible qu'était 2022, c'était pour la découverte de Steinbeck. J'ai découvert Steinbeck l'année dernière et surtout je l'ai découvert avec Les raisins de la colère, qui a été un coup de cœur absolu dans le sens où ce livre ne rejoint pas seulement mon top 10 de l'année, mais il rejoint, je pense, une sorte de top, un genre de panthéon de mes livres préférés
de la terre quoi. Les raisins de la colère, c'est un classique de la littérature américaine du XXe siècle dans lequel Steinbeck raconte l'histoire d'une famille de paysans qui se retrouvent sur les routes à cause de la sécheresse et qui doit traverser les États-Unis jusqu'en Californie pour essayer de trouver du travail. On est vraiment sur une odyssée familiale à travers les États-Unis dans les grands espaces et en fait on est dans une sorte d'odyssée sur la misère humaine, sur la solidarité, sur la pauvreté, la migration, la condition humaine, les catastrophes naturelles, bref, il y a quelque chose de profondément existentiel dans ce texte qui je crois a quand même une très forte propension à se retrouver catapulté dans des lectures très marquantes pour les gens qui le lisent. En tout cas moi ça a clairement été mon cas, je ne pouvais pas lâcher ce texte et après l'avoir lu j'ai ressenti comme une sorte de vide, j'ai eu le sentiment que tout ce que je pourrais lire après me semblerait extrêmement fade, comme si il y avait une sorte d'exhaustivité, comme si tout avait été dit. Ça semble peut-être hyper excessif et je sais pas, j'ai l'impression que je ne peux pas parler de ce texte autrement que de manière too much. Tellement ça m'a plu, tellement ça m'a touché, tellement c'est sûr et certain que c'est un livre que je relirai plusieurs fois dans ma vie, que j'avais envie de relire d'ailleurs presque immédiatement après l'avoir terminé. Lorsque j'ai tourné la dernière page, j'avais envie de revenir au début et j'ai failli le faire. Si les pavés ne vous font pas peur, si vous aimez la littérature américaine, il faut absolument lire Les raisins de la colère, c'est sublime. Après ça, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'œuvre de Steinbeck, j'étais complètement sur le mode monomaniaque. Et j'ai lu un certain nombre d'autres textes, j'ai pas encore lu À l'Est d'Éden, mais j'ai lu les journaux qu'il a écrits pendant Les raisins de la colère et j'ai lu un certain nombre aussi de textes plus courts, dont Des souris et des hommes. Lui aurait pu se retrouver dans mes pires lectures de l'année d'ailleurs, j'ai vraiment absolument détesté, mais on en reparlera à une autre occasion. Mais ce que je voulais dire en tout cas, c'est que dans Les raisins de la colère, il me semble que Steinbeck a touché au sublime et qu'il a vraiment livré là une sorte de chef-d'œuvre absolu quoi. Entrecoupé dans la narration, vous avez des chapitres où là on ne parle pas des personnages, où il y a une sorte de narrateur omniscient, de personnes qui s'expriment, on sait pas trop si c'est Steinbeck, si c'est quelqu'un d'autre, et qui parle en fait, qui fait des considérations plus générales sur ce qui est en train de se passer dans le livre et sur la condition humaine, sur la pauvreté, sur la solidarité, sur tout un tas de choses. Et c'est un peu pénible d'ailleurs de devoir comme trouver des thèmes ou des intitulés comme ça, j'ai l'impression que ça enferme un peu le propos, mais vous avez des sortes d'envolées plus générales qui sont magnifiques, et quand vous tapez Les raisins de la colère citations, vous allez trouver plein de citations qui sont issues de ces pages là, qui sont magnifiques, qui apportent un souffle comme ça dans le récit que moi j'ai trouvé extrêmement puissant. Voilà, comme d'habitude ça me rend un petit peu mélancolique parce que j'ai l'impression de ne pas réussir à parler assez bien de ce qui m'a autant touchée, et en même temps je pourrais prendre un angle un peu plus technique en quelque sorte pour expliquer à quel point c'est très bien pensé, c'est très bien écrit, c'est très bien construit, le style est absolument merveilleux aussi. Mais bref, j'espère que peut-être mon émotion parle d'elle-même, j'espère que ça vous donnera envie de le lire en tout cas. Et moi c'était clairement, si je devais garder qu'un seul livre de cette pile, ce serait celui-ci. En 2023 je vais continuer à lire Steinbeck et je vais notamment lire À l'Est d'Éden. J'ai aussi envie de lire Faulkner, enfin tout ça m'a donné quand même envie de me plonger encore davantage dans la littérature américaine que j'aime beaucoup. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ces aventures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu de la tourner parce que quoi de mieux que de pouvoir faire un tunnel sans interruption où on parle que de choses qu'on a énormément aimées. J'espère avoir transmis un peu de mon enthousiasme en tout cas. Pour être parfaitement honnête avec vous, être plus active sur cette chaîne fait vraiment partie de mes plus grands vœux pour 2023. Je prends énormément de plaisir à tourner cette vidéo, j'ai eu beaucoup d'échanges absolument passionnants avec des personnes qui les regardent, avec des personnes qui me suivent sur Instagram. Je me sens extrêmement privilégiée d'avoir d'appartenir à cette petite communauté et d'avoir vos retours et de savoir que j'ai pu parler de livres en vidéo d'une manière qui vous a touché et qui vous a peut-être fait découvrir des œuvres qui vous accompagneront vous aussi. C'est un peu la séquence émotion, mais voilà, même si ce genre de projet peut être parfois difficile à concilier avec la vie personnelle ou la vie professionnelle, surtout quand celles-ci sont un peu chaotiques comme ça a été le cas pour moi cette année, c'est quand même vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai envie de poursuivre. Et je vous dis un très grand merci si vous entendez ces mots parce que ça veut dire que vous avez écouté ma vidéo jusqu'au bout. Je vous en suis très reconnaissante et je vous en suis encore plus reconnaissante si vous me suivez depuis quelques temps déjà. Merci énormément et sachez que ça compte beaucoup pour moi. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Il en a rien à faire parce qu'il y a un oiseau en face. Il y a un oiseau dans les arbres. Est-ce que je relis Les raisins de la colère maintenant ?